Stéphane, Steph, viens voir. Donc, moi je ouvre d'un mot, et ensuite je te passe la parole. Je présente les intervenants, et puis c'est toi qui commences. Ensuite Germinal, ensuite Rodolphe. Il est là, Rodolphe? C'est lui lequel, Rodolphe? C'est lui, Rodolphe. Rodolphe, donc vous respectez tous bien vos temps de parole pour les misérieux et tout. Je ne sais pas quel temps de parole. Non, non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne ça entre 9h pile et le ministre de l'Éducation nationale qui prend la parole à 10h30. Et puis si on a... Tu resteras à côté de moi, Stéphane, surtout. Hein. Oui, mais d'abord, tu t'installes là d'abord pour commencer. Et puis, je ne sais pas quel temps de parole. moi, je vous donne la parole les uns après les autres pour les problématiques. Et puis, si on a du temps, on donnera la parole comme ça. J'ai peur entre vous. Hein. Bon, bravo. Je lui en veux, Rodolphe, parce que comme il nous a piqué la première place dans le zone de la famille. Hein. Oui, je sais. Il l'a dit. Alors, bravo, parce que votre réussite, elle est spectaculaire. Ah, oui. On mettra Germinal à côté de toi. Dis-moi, je t'invite. Ça va? Tout, rien de spécial pour la session? À la fin de la table ronde ou à la fin de l'intervention de chacun? Non, on a de la table ronde. D'accord. Il va bien votre panda? Oui, madame la directrice. Pas de commentaire, madame. On n'est pas bon. Mais ils sont tous très bons. Salut Philippe, comment vas-tu? Messieurs les pandas. Président de Loire-Atlantique, oui, c'est à dire. Mon collègue Stéphane Binin de Charles-Parisien. Bonjour. Revalé, président de Loire-Atlantique. Frédéric Guéry, qui est président de Marin. Bonjour. Salut Fred. Salut les amis. Ça va? Ça va bien. Non. C'était vu cette Marin. Ah non, pas cette fois-ci, pour le vélo. Ah oui, très bien. Oui, ça y est. Bonjour Olivier Deschamps, président de la Veillette. Salut Olivier. Salut Olivier. Ça va? Ça va Olivier? Un beau département. Ah, magnifique département. Chers amis, si vous voulez bien prendre place, parce que ce matin nous allons travailler avec la régularité d'un train suisse en cadencement. Tu l'as vu, Germinal? Non, je ne l'ai pas vu encore. Tu vas bien, Daniel? Ça va? Bonjour. Bien, mes chers amis, nous allons débuter en étant très précis sur les horaires. Vous savez que ce matin, nous avons deux tables rondes importantes. L'une sur le tourisme, les projets touristiques des départements, cette politique très forte pour nos départements.
Et à 10h30, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Après l'intervention du ministre, nous ferons notre dernière table ronde sur l'attractivité. Et à midi, le Premier ministre. Donc, vous voyez, 4 séquences, ministre de l'Éducation nationale, Premier ministre, très attendu, vous en doutez, après tout ce qu'on a dit hier et les uns les autres. 2 tables rondes, et je remercie par avance tous les amis qui participent à ces tables rondes de nous aider à bien cadencer cette matinée. À mes côtés, le vice-président d'un département magnifique, Stéphane Villain, vice-président du département de la Charente-Maritime et qui préside Tourisme et Territoire. À côté, notre voisin et ami Germinal Perrault, président de la Dordogne, qui a accueilli cet été une magnifique étape du Tour de France entre Périgueux et Bergerac. Nous y étions avec Stéphane, à côté de Germinal. À côté, sans son panda, Rodolphe Delors, le directeur général du zoo de Beauval. Fantastique succès de développement touristique et économique qui laisse beaucoup d'acteurs du tourisme un peu pantois par cette réussite formidable. Guillaume Ferraud, qui est le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, merci beaucoup, et Roland Aiguille, qui est Roland, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. L'hôtellerie de plein air, un grand équipement touristique, 2 présidents de département. Voilà, donc nous avons jusqu'à l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, le temps de bien parler de ces questions touristiques. Et je vais demander à Stéphane, s'il le veut bien, avec quelques illustrations, de vous présenter la problématique. Et après, Germinal nous parlera d'un fantastique succès de culture et de tourisme, qui est l'Ascocat, qui est une pure merveille pour tous celles et ceux qui le visitent. Mon cher Stéphane, heureux de t'accueillir et heureux de te donner la parole. Merci Dominique, mesdames et messieurs les présidents. Donc c'est avec un grand plaisir effectivement qu'on va parler de tourisme, la première économie de l'Hexagone. Mais si vous le permettez, un petit propos liminaire, de façon à ce que je vous dise ce qui s'est passé hier. En ce qui nous concerne, on a eu une réunion des présidentes et des présidents des comités départementaux du tourisme et des agences de développement touristique. Et j'ai ressenti, à la lecture en fait de ce que j'ai entendu, une grande inquiétude concernant leur avenir, notamment de nombreux départements. Je pense à nos amis de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Hauts-de-Seine, de l'Alsace, des Bouches-du-Rhône. C'est plus de 20 départements, souvent quand il est question d'une métropole, qui se posent des questions à savoir ce qu'ils vont devenir. On a fait une motion hier qu'on va vous proposer et on va essayer de faire en sorte de vous la distribuer ou même de vous la faire parvenir. Pourtant, tous ont rappelé hier le rôle incontournable des départements. Ils respectent l'équité territoriale. Ils sont facilitateurs, agrégateurs de nombreux prestataires privés ou publics. Les élus départementaux connaissent parfaitement leur territoire. Ce sont des élus de proximité. Ils rencontrent chaque jour des élus des autres collectivités, des élus des associations, des décideurs. Quand il faut aménager, par exemple, une piste cyclable, quand il faut construire un équipement sportif ou culturel, c'est l'élu du département que l'on vient voir. En matière de tourisme, l'échelon départemental est indispensable. La loi NOTRe ne permet plus, malheureusement, aux départements d'aider les entreprises. C'est malheureux, c'est dommageable. En Charente-Maritime, un département que tu connais bien, Dominique, c'est vrai qu'antérieurement, on aidait les hôteliers à la mise aux normes, notamment de chambres handicap. On ne peut plus le faire. Et il faut savoir que c'est à peu près 1500 entreprises, PME et PMI, en France, qui ne sont plus aidées par les départements, ce qui représente à peu près 35 millions d'euros, et qu'on n'a pas effectivement plus réinjecté dans le tissu économique. C'est donc effectivement très dommageable. En résumé, donc, notre réunion d'hier, vous pouvez quand même compter sur notre détermination, bien sûr des élus en charge du tourisme, pour continuer à être des interlocuteurs de proximité, prêts à défendre les intérêts, les richesses de nos territoires, et être aux côtés, bien sûr, des collectivités, des prestataires de nos baux et départements. Et vous pouvez aussi compter, et bien sûr, envisager avec nous l'arrivée des Jeux Olympiques. Vous pouvez, enfin, on en a parlé hier, Dominique, mais tu peux compter sur, effectivement, Tourisme et Territoire pour être à tes côtés, Jeux Olympiques et Paralympiques, et faire en sorte que la France reste aux yeux du monde cette terre d'exception, d'accueil, et où le bonheur y est d'y vivre. Donc voilà, en fait, vous pouvez compter sur nos amis du tourisme pour être à vos côtés, parce qu'ils sont déterminés, je les vois en face de moi, souriants et motivés,
Et donc, il n'y a pas de souci. On va donc passer, si vous voulez bien, à cette présentation des chiffres du tourisme. Voilà, Alors, vous allez avoir tout ça commenté par Stéphane et sur écran. Voilà. Donc, je me présente, donc je suis Stéphane Villain, comme l'a dit Dominique, je suis président de Tourisme et Territoire. Notre association fédère 97 agences de développement touristique au comité départemental du tourisme. Nous sommes basés rue Carnot et notre équipe est managée par Véronique Brison, qui est à la manette là, et donc qui est à votre écoute pour différentes missions concernant effectivement le tourisme. Les ADT sont les bras armés, vous le savez, des départements en matière de tourisme. Bien sûr, on est là pour promouvoir votre destination touristique, accompagner les porteurs de projets professionnels ou les collectivités locales, vous aider à commercialiser des séjours et excursions. Je l'ai dit, donc nous sommes 97 agences, ce qui représente 2000 salariés professionnels, déterminés à booster notre première économie française, qui est le tourisme. L'objectif du gouvernement est simple. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à Matignon et au Quai d'Orsay dernièrement. L'objectif, donc, est de 100 millions de visiteurs en 2020 et 50 millions de recettes. Mais le tourisme est-il créateur de valeur? En effet, le tourisme, en chiffres, c'est quoi? C'est 2 millions d'emplois directs ou indirects. On considère là-dedans les bouchers, les charcutiers, les maçons, les boulangers. C'est 315 000 entreprises. C'est 12 milliards 600 millions d'euros d'investissement pour la filière. La consommation touristique est de 159 milliards, soit 7,3% du PIB, 2 fois plus que l'agriculture, devant l'automobile et la culture. 2 tiers de cette consommation est celle de tourisme franco-français. Quelques chiffres de fréquentation de grands sites. Disney est premier avec 15 millions de visiteurs, le Louvre 8,5 millions, la Tour Eiffel 6,9 millions, le Futuroscope 2 millions, le Zoo de Beauval 1 500 000, le Zoo de la Palmyre 850 000. C'est ça. Hein. Donc nous avons dans chaque département des trésors en fait culturels, architecturaux, historiques, préhistoriques, gastronomiques, viticoles, des balades équestres, pédestres, des pistes cyclables, autant de trésors que tous vous connaissez et que vous aimez valoriser. Donc, quelle est la fréquentation de notre pays? La France est le pays qui accueille le plus de touristes internationaux au monde. Notre plus grand pourvoyeur de touristes est l'Europe. Ce qui fait de nous la première destination mondiale avec 83 millions de visiteurs. Nous serons en 2020 1,8 milliard à voyager. Le potentiel est très très important. Les touristes français représentent 80% des nuitées dans l'Hexagone. L'ensemble du territoire est irrigué. Tous les départements peuvent développer le tourisme. Mais on doit encore s'adapter, investir pour rester compétitif. Rappelons l'objectif du gouvernement. 100 millions de visiteurs, 50 millions de recettes, et là, en termes de recettes, nous sommes 5e. 5e derrière les États-Unis, l'Espagne, la Thaïlande, la Chine. La fréquentation touristique reste trop concentrée dans l'espace et dans le temps. Quelques pistes pour accroître notre chiffre et notre offre. La qualité de l'accueil, le slow vélo, le vélo-tourisme, le tourisme et handicap, la silver economy, le data tourisme, la formation touristique mutualisée, le tourisme d'affaires, la visite d'entreprise, le tourisme à la ferme, les croisières fluviales et maritimes, les grands parcs naturels, les grands sites, on en a parlé, en les valorisant. Pourquoi les départements doivent poursuivre leur engagement dans le tourisme? Investir dans le tourisme, c'est soutenir une économie locale de services. C'est des emplois non délocalisables. Améliorer les cadres de vie des résidents. L'investissement moyen par département pour le tourisme est de 4,2 millions, alors qu'il est de 9,7 pour la culture et 4,3 pour le sport. Mais finalement, il y a quand même un peu de transversalité entre tourisme, sport et culture. C'est une activité, donc, comme je l'ai dit, très transversale qui irrigue beaucoup de secteurs. Si le tourisme est un levier majeur pour les départements, le département est un échelon essentiel pour le tourisme. Des projets privés de toute taille et les collectivités sont soutenus par les départements et les ADT. 3000 projets accompagnés chaque année. Il faut revenir sur l'interprétation de la loi NOTRe, j'en ai parlé, et sur les aides aux entreprises touristiques. Les départements et les ADT impulsent, coordonnent et créent de la synergie dans tous les territoires, ruraux, montagnards, littoraux ou en ville. Le tourisme ne va pas de soi, c'est pas si facile, il faut continuer à investir et à accompagner. En conclusion, je vais donner la parole en fait à des présidents d'ADT. J'en profite au passage, Dominique, si tu en es d'accord, pour remercier chaleureusement Daniel Millon,
qui nous a accueillis alors les bras ouverts. Et on a eu droit à une belle petite croisière fluviale avec un bon restaurant, avec son équipe, bien sûr, Isabelle Brémond et toute l'équipe de Bouches-du-Rhône Tourisme. Ce sont des gens adorables, avec un sourire merveilleux. Merci Daniel et merci Isabelle et toute l'équipe. Merci Stéphane. On regarde la vidéo que tu viens de nous annoncer. Au niveau du département, nous structurons, nous organisons, nous travaillons dans la proximité, mais nous travaillons aussi avec les touristes de l'autre bout du monde dans le cadre du contrat de destination. Pour créer l'économie, dans l'Aube, c'est plus 3% d'emplois. Dans la Haute-Marne, c'est plus 4%, le tourisme. Donc on a vraiment un sujet porteur, on a vraiment un domaine d'activité qui peut aujourd'hui apporter des réponses économiques et créer de l'emploi. L'atout du département, c'est avant tout un atout de proximité et de solidarité territoriale. Il est là pour accompagner les intercommunalités et les porteurs de projets sur leur territoire. Le département, c'est la proximité et une méthode. La proximité, c'est ce qui nous apporte l'expertise auprès de nos partenaires. Et puis la méthode, c'est ce qui nous permet d'être légitime, je crois. La compétence tourisme au sein des départements et du département du Var, puisque c'est mon département, est une compétence majeure. D'une part parce qu'elle permet d'appuyer, d'aider les EPCI, les intercommunalités, les maisons de pôle, les offices du tourisme dans leurs actions. Compétences partagées, ce qui signifie forcément un échange, un partage de connaissances, partage de valeurs. Et je pense qu'on doit travailler en collaboration. Alors la synergie doit intervenir à plusieurs niveaux au sein de la conférence territoriale de l'action publique avec non seulement une association mais une coécriture et la coécriture d'un schéma unique. Eh bien, le département a pour ambition d'être un agrégateur, un impulseur de projets à la fois pour les intercommunalités et puis les porteurs de projets privés. Merci beaucoup, merci aux collègues dont certains sont dans la salle, j'aperçois notre amie Françoise du Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup de... Daniel, excuse-moi Daniel. En plus, je suis à côté de ma femme, donc si je me trompe, je vais me faire 2 fois engueuler. Merci beaucoup de ces témoignages. Alors, Germinal, à partir de ce que tu viens de voir, tu as un micro sur ta droite, je sais que ce n'est pas ta direction habituelle. Comment vois-tu le rôle du département, toi qui as porté un magnifique projet culturel sur lequel tu t'es engagé, inauguré par le chef de l'État précédent? Comment tu as pu allier culture, numérique, tourisme? Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour le département de la Dordogne et puis pour notre région, puisque nous sommes tous les 3 de la même région, Nouvelle-Aquitaine, et nous sommes amis et voisins. Oui, bonjour à vous tous. Je crois que c'est une compétence partagée aujourd'hui de par la loi. Et qui dit partage dit que les départements ont toute leur part pour impulser cette activité qui a pris de plus en plus d'ampleur au cours des dernières années, et beaucoup dans les grandes villes urbaines. On voit l'explosion de Bordeaux aujourd'hui, mais beaucoup dans le monde rural. Et beaucoup de secteurs du monde rural se raccrochent à cette activité parce qu'ils voient bien qu'il y a là des possibilités de développement. C'est le cas en Dordogne, c'est un vaste département, mais peu peuplé, de 400 000 habitants, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Avant, on disait au nord du sud-ouest. Et on a mené une expérience qui est double, en vérité, à propos de la grotte de Lascaux. Vous savez que la grotte de Lascaux a été découverte en 1940, elle a ouvert au public en 1948, elle a été fermée en 1963 sur ordre d'André Malraux parce que les peintures étaient en train de se dégrader. Et dans les années 70, un privé, un habitant de Montignac, du village, qui était d'ailleurs le propriétaire du site, a eu l'idée de faire un fac-similé. C'est lui qui a eu l'idée. Et il n'a pas pu réaliser son projet. Et en 1979, avant donc les lois de décentralisation, le président de l'époque, avec l'aide du préfet, a fait l'acquisition de ce site et a repris cette idée du fac-similé. C'est ce que nous avons fait. Il a ouvert en 1983 et il a connu un très beau succès puisqu'il a accueilli plus de 10 millions de visiteurs depuis cette époque-là.
Mais l'erreur, c'était que ce facsimilé avait été construit trop près de la grotte originelle, et quelques années après, de nouvelles perturbations ont été signalées dans la grotte, et l'État, à partir des années 2000, nous a demandé de déménager, en vérité. Il nous a dit, il faut sanctuariser la colline, vous ne pouvez pas rester à 300 mètres de la grotte originelle. Et là, le département a réfléchi dans deux directions. Il a conçu une exposition qui voyage dans le monde, où l'on va présenter Lascaux ailleurs. On a commencé à le faire à côté de chez nous, à Bordeaux, puis à Chicago, puis à Houston, puis à Montréal, puis à Bruxelles, puis à Paris, puis à Genève, puis à Séoul, puis à Tokyo. Et j'irai la semaine prochaine, vendredi prochain, à Shanghai pour inaugurer l'exposition qui sera présentée pour la première fois en Chine. Ça, c'est ce qu'on appelle le Lascaux 3. Il voyage et il ne s'arrêtera pas de voyager, puisqu'au mois de juin prochain, il sera à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et puis, on s'est dit, puisqu'il faut quitter la colline, eh bien, il faut que nous, on réfléchisse à un nouveau centre d'interprétation autour de la grotte de Lascaux. Et c'est ce qu'on a réalisé au cours des 3 dernières années. Le Lascaux 4 donc, a été inauguré par le président de la République le 10 décembre dernier. Ça fait 10 mois aujourd'hui et il connaît un beau succès puisque la semaine dernière, on avait franchi la barre des 450 000 visiteurs au cours des 10 derniers mois. On a gardé ouvert le Lascaux 2 d'une façon beaucoup plus faible en ayant supprimé les parkings, etc. Les accès se font à pied. Et il y a quand même 40 000 visiteurs au Lascaux 2. Autrement dit, on est en train de passer, au moment de Toussaint, le demi-million de visiteurs. Le département a été totalement moteur dans cette affaire. Sur le dernier projet qui se chiffre à plus de 60 millions d'euros, on en a financé la moitié. L'autre moitié est venue de la région Aquitaine, à hauteur de 16 millions, et de l'État et de l'Europe, avec 4 millions pour l'État et 12 millions de l'Europe. Si le département n'avait pas pris cette affaire en main, eh bien, ça n'aurait pas marché. Et on se rend compte aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, que jusqu'à maintenant, des gens venaient en Dordogne, mais ne plaçaient pas la préhistoire parmi les premiers objets de visite. Ils plaçaient le patrimoine en général, la beauté des villages, les sports de pleine nature, la gastronomie, bien évidemment, etc., etc. Et on voit que les choses sont en train de s'inverser parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent en Dordogne pour Lascaux. Le but principal de leur visite, c'est Lascaux. Et on note aussi une élévation du niveau culturel des visiteurs et du niveau social des visiteurs aussi, ce qui implique des transformations au niveau de l'accueil, de l'hôtellerie, etc., etc. Bref, pour ne pas être long, si le département n'avait pas pris cette affaire en main, ça n'existerait pas, et on n'aurait pas ce formidable moteur qui est géré, non pas en gérie, mais à travers une SEM qui est présidée par un élu du département, et où le département détient 90% des parts, autrement dit, la SEM, c'est nous, et ça nous permet de gérer d'autres sites. Le département est propriétaire de 2 châteaux, d'une grotte, d'un autre site préhistorique, etc., etc. Et ce moteur-là nous permet, en vérité, d'aménager le territoire de plusieurs bases de loisirs et de répartir les bénéfices sur l'ensemble du département et aussi d'allonger la saison, puisque grâce à ce fort moteur, on arrive à ouvrir tous les sites tout au long de l'année. Est-ce que je peux me permettre, Germinal, de te poser une question qui n'est pas dans le sujet culturel ? J'aimerais qu'en quelques mots, tu nous dises, ça fera plaisir à notre collègue Clément Pernaut, qui est notre référent du Tour de France. Et il y a eu la présentation cette semaine avec le président Vinet du Tour de cette année avec le départ de Vendée. Ce qu'a représenté pour toi en coût, en fréquentation, en images, une étape du Tour de France entièrement dans le département de la Dordogne au mois de juillet dernier. Ouais. Alors, pour vous parler franchement... C'est pas le sujet, mais c'est un témoignage à nous apporter formidable. Pour vous parler franchement, je n'ai pas envie de faire trop de publicité pour le Tour de France, parce que comme on a déjà demandé à ce qu'ils reviennent en Dordogne, je n'ai pas envie que vous soyez tous candidats. Mais... Donc, je freine. Non, sérieusement, c'est une expérience extraordinaire, parce que le Tour, c'est une vraie machine, hein. C'est plusieurs milliers de personnes qui débarquent comme ça, qui arrivent un jour et qui repartent soit le lendemain, soit le surlendemain, soit le surlendemain. Nous, on a eu la chance de les avoir 3 jours.
Les choses sont claires avec l'organisation. Il y a un tarif pour les villes de départ, les villes d'arrivée. Il y a un tarif pour un jour de repos, etc., etc. Il y a un tarif pour une étape complète. Nous, cette année, on a eu 3 nuits du Tour, ce qui a représenté 7500 chambres qui ont été louées. On a payé 300 000 € pour cette formidable opération publicitaire, parce qu'on a eu des heures et des heures de télévision et on a eu un apport direct très important. Donc, Orange a dit qu'il y avait 240 000 personnes au bord des routes. Et la plupart des gens qui sont venus de l'extérieur, parce qu'il y a toute une clientèle qui suit le Tour de France, qui suit les étapes, notamment des camping-caristes, qui arrivent à l'avance, qui repartent, etc. etc. C'est une très très belle opération, à la fois en termes d'image, mais aussi en termes de retombées directes. Et d'ailleurs, j'ai réécrit tout de suite pour lui demander de revenir. On ne peut pas mesurer les effets, c'est ça la difficulté. On ne peut pas mesurer les effets, on ne le sait pas. Cette année, nous, on a eu une recrudescence des visiteurs allemands, et on se dit que c'est parce qu'on avait organisé... Vous savez que le Tour de France est parti de Düsseldorf et on a organisé 2 à 3 jours de promotion du Périgord à Düsseldorf. On y était au départ du Tour, on a été présent avec des producteurs, etc. etc. On a du mal à mesurer les retombées directes, c'est absolument évident. Mais c'est, en termes de publicité, il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix. Merci Germinal de ce témoignage. Je me tourne vers Rodolphe Delors. Rodolphe, vous êtes le directeur du zoo de Beauval, on entend toujours parler beaucoup, vous faites beaucoup de campagnes de publicité, vous avez eu ce fantastique coup avec le panda, c'est une affaire privée, une affaire que vous avez créée, lancée. Est-ce que le département du Loir-et-Cher, son président Nicolas Perruchot et Maurice Leroy sont avec nous, comment vous êtes inclus dans la dynamique départementale, comment le département vous a-t-il aidé, puis peut-être un mot sur cette fantastique aventure qui fait de vous aujourd'hui le premier parc zoologique en fréquentation. Je ne sais pas si vous êtes avant ou après Vincennes. Avant Vincennes, donc le premier parc zoologique de France. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, Beauvais, d'abord quelques mots. Donc, nous sommes situés dans un département magnifique du Loir-et-Cher, au cœur des châteaux de Haouard, une très belle région entre Chambord, Cheverny et très près de André-Loire avec le château de Chenonceau. Dans une toute petite commune à cheval sur 2 communes, de Saint-Aignan et Cégy, 3000 habitants et 600-700 habitants. Il faut savoir qu'un parc zoologique en Allemagne qui reçoit 1 million de visiteurs et dans une ville de 1 million d'habitants, nous sommes situés dans une ville de 3000 habitants, donc c'est très peu. Donc pour faire venir 1,5 million de visiteurs en Loir-et-Cher à Saint-Aignan, faut s'en occuper. Donc, Zooparc de Beauvais, c'est un parc que maman a créé en 1980 et recevait 40 000 visiteurs jusqu'en 89. 89, j'ai arrêté mes études, donc très tôt, je suis autodidacte, pour créer un parc zoologique avec maman. Donc, de 80, 89, 40 000 visiteurs. 89, 2008, 400 000 visiteurs. Et 2008-2017, on va dépasser 1,5 million de visiteurs et ça sera certainement plus l'année prochaine, avec notamment lorsque notre fameux bébé panda sera visible du public d'ici quelques semaines. Donc ce qui a transformé Beauvais, c'est notamment l'arrivée des pandas géants suite à un accord au plus haut niveau d'État entre le gouvernement français et le gouvernement chinois. C'était en 2012. Panda, véritable trésor national chinois, c'est un symbole extrêmement fort d'amitié entre la France et la Chine. Donc aujourd'hui, 1,5 million de visiteurs. Nous avons aussi créé à destination à part entière. Nous ouvrons d'ici quelques semaines notre 4e complexe hôtelier avec en tout plus de 400 chambres, plus de 1500 lits. Donc nous avons créé une véritable destination à part entière. Et moi, je suis persuadé que déjà depuis 2008, les Français bougent un peu moins, vont peut-être un peu moins à l'étranger, à l'autre bout du monde en vacances, et privilégient des week-ends, et des week-ends court séjour, mais des week-ends court séjour tout au long de l'année. Moi, j'essaie d'éviter de parler de saison touristique. J'essaie d'oublier ce mot de saison touristique parce que pour nous, la saison dure 8 à 10 mois et bientôt elle durera 12 mois. Je suis persuadé qu'on peut faire bouger beaucoup plus les Français entre les départements,
tout au long de l'année. Donc nous, la saison, c'est du mois de février finalement au mois de novembre, au début du mois de novembre, mais si vous voyez, les vacances de la Toussaint sont aussi fortes que le mois d'août, et mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre sont tous équivalents aujourd'hui. Et il faut compter réellement aujourd'hui avec les vacances de février et avec les vacances de Noël. Et l'intérêt d'avoir une saison extrêmement longue, ça nous permet de remplir nos complexes hôteliers tout au long de l'année, et aussi d'allonger les contrats de nos salariés, parce qu'aujourd'hui, le véritable problème des sites touristiques et de l'hôtellerie et de la restauration, et je pense que nos amis ici ne nous contrediront pas, c'est de trouver des collaborateurs. On a de véritables problèmes de recrutement. Aujourd'hui, à Beauvais, nous venons d'ouvrir 300 postes. Nous avons 300 personnes à recruter en quelques semaines. Et ça, c'est comment un véritable vous les recrutez souci. sur une base locale, Rodolphe, ou sur une base nationale, Locale, nous ne pouvons plus. Nous essayons vraiment à l'échelon national d'essayer d'être attractifs et de communiquer pour recruter nos collaborateurs. Et ça, c'est un message que je fais passer. Nous avons de véritables problèmes de recrutement, problèmes pour trouver des collaborateurs, notamment dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et le département vous a aidé à les héberger, par exemple? Voilà, et le département, nous souhaitons que le département continue à nous aider. Le département nous aide pour le recrutement, pour l'hébergement. Nous avons nous-mêmes créé de nombreux hébergements pour nos collaborateurs. Le département nous aide et doit nous aider aussi dans tout ce qui est formation du personnel, notamment dans tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Parce que autant des soigneurs de serpents, des éléphants, de pandas, on en trouve, parce qu'il y a beaucoup de passionnés et il y a peu d'offres, et nous les formons nous-mêmes. Mais nous avons nous-mêmes créé l'année dernière une école de cuisine dans un parc zoologique pour former des chefs de cuisine, pour pouvoir former nous-mêmes nos collaborateurs. Et le département nous a beaucoup aidé, notamment en 2017, au niveau de la communication. Un site touristique comme le nôtre, c'est à peu près 10% de notre chiffre d'affaires en communication, parce que je vous disais, nous sommes situés dans une commune de 3000 habitants, donc faire venir 1,5 million et certainement plus l'année prochaine dans une commune peu peuplée, il faut s'en occuper, donc nous communiquons énormément, et quand je vous disais que nous avons créé à destination, nous faisons venir principalement et visiter les Français d'Île-de-France, de Paris pour un week-end. Et le département de Loir-et-Cher, en 2017, s'est associé avec le département d'Indre-et-Loire, et je trouve que c'est un superbe exemple qui a vraiment fonctionné. Il se trouve que le président d'Indre-et-Loire, qui est en face de nous, a quelques liens avec le Loir-et-Cher, historique. Mais M. Pommier est originaire de quelques centaines de mètres de chez nous. C'est ce que je ne voulais pas dire, mais que vous avez dit, oui. Et donc, oui, les départements de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire se sont associés cette année avec nous pour communiquer en région parisienne, pour valoriser les grands sites, notamment par des affichages dans le métro, des affichages dans les gares, des affichages en région parisienne, pour mettre en valeur les grands sites de notre département, donc le Zooparc de Beauvais, le château de Chambord, le château de Cheverny, le château de Chaumont, le château de Chenonceau, de façon à faire venir, grâce à des locomotives importants, les touristes dans nos départements, et que ainsi les touristes puissent voyager, visiter l'ensemble des sites. Parce que lorsque les touristes viennent pour des locomotives, des sites importants, et bien à ce moment-là, nos touristes rayonnent sur l'ensemble des sites touristiques. Stéphane pose une question. Quelle est la part de touristes étrangers dans votre 1,5 million? Très peu. Très peu. Nous n'avons pas totalement les mêmes visiteurs que les grands châteaux. Grands châteaux, c'est à peu près 40% de touristes étrangers. Nous, c'est seulement 5%. Nous avons privilégié la clientèle au départ locale, régionale, parisienne et Île-de-France. Le Loir-et-Cher est relativement proche de la région parisienne, et nous sommes tout simplement rendus compte que les Français recherchent tout au long de l'année, comme je vous le disais tout à l'heure, des week-ends, courts séjours, et ça c'est une clientèle fidèle que l'on peut avoir l'assurance d'avoir chaque année, parce que nous n'avons pour le moment pas communiqué, ou très peu communiqué à l'international. Ce serait beaucoup d'efforts, ce serait beaucoup d'IUE, et toujours
toujours aléatoire en fonction des conditions politiques et risques et problèmes attentats qui ont été un véritable problème, qui sont un véritable problème en France et comme dans beaucoup de pays. Donc nous avons privilégié la clientèle française. Et d'ailleurs, nous avons énormément aussi renforcé la sécurité parce qu'aujourd'hui, le public a besoin d'une sécurité totale lorsqu'il visite un établissement comme le nôtre. Merci beaucoup, Rodolphe. On reviendra dans le débat, je pense, sur cette belle expérience et les questions des collègues. Nous souhaiterions, avec Stéphane, vous tourner vers Guilhem Ferraud, qui est le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Peut-être d'ailleurs en passant tout de suite, si Guilhem le veut bien, la petite vidéo, parce que c'est également à travers l'hôtellerie de plein air le problème de l'accessibilité que nous voulons poser, du tourisme et du handicap, entre autres questions. Donc peut-être, si cela est prêt techniquement, lancer la vidéo. Merci.